Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour discuter des San Antonio Spurs. Spurs Break est un royaume à 3 princes, mais il est le seul à avoir une bonnette. Son Altesse Jules, bonsoir. Bonsoir. Jamais 203, jamais un épisode sur la draft sans ce roi. Benoît, duc d'envergure, bien le bonsoir. Bonsoir. Spurs Break, épisode 24, c'est parti. Incroyable. Jeremy Sochan, Malachi Branham et Blake Weasley sont les 3 nouveaux rookies des Spurs. Voir arriver autant de jeunes talents va devenir courant. Brian Wright a en effet envoyé Dejounte à Atlanta pour officiellement sortir le tank. Avant de tenter de comprendre sa stratégie, qui sont ces joueurs draftés ? Le premier, on va commencer par lui, c'est Jeremy Sochan. Ben, tu avais dit dans l'épisode précédent où tu étais invité, 10 fois le mot « beaucoup » pour dire que tu l'aimais beaucoup. Est-ce que tu l'aimes toujours ? Absolument. Je l'adore. La situation dans laquelle il vient d'être embarqué à San Antonio est peut-être un peu moins positive et un peu moins automatiquement facile pour lui sans un Dejounte Murray à la main, mais je crois toujours qu'il va être un positif pour les Spurs dès cette saison. C'est à croire que Greg Popovich et R.C. Buford écoutent Spurs Break pour savoir qui drafter, parce que ils ont frappé en plein dans le mille. Ils ont choisi le joueur qu'ils devaient choisir. Dans l'épisode précédent, on en parle pendant, je crois, 10 minutes, parce que c'était vraiment le fit, c'était le gars qu'on voulait voir, et tu nous l'as vendu, on est devenu fan absolu de Jeremy Sochan après ça, quoi. Le soir de la draft, quand il a appelé son nom, donc déjà c'était très attendu quand même. Il y avait pas mal de rumeurs sur Jalen Duren aussi. Finalement, on a pris Sochan. Moi j'étais plutôt content, même si avec la chute de AJ Griffin j'avais un peu espoir qu'on le prenne plutôt que Sochan, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de potentiel. Il a été pris en 72, AJ Griffin. Il a été pris en 16, ouais. En 16. Je pense qu'il y avait un dossier médical qui faisait peur certaines franchises, c'est pour ça qu'il est tombé aussi bas. Mais du coup je suis plutôt content, puisque ça reste un gars qui a beaucoup de potentiel, surtout défensif. Moi, j'aime beaucoup ce genre de profil. J'aime beaucoup les joueurs défensifs de base. Donc, c'est vrai que je suis plutôt content de le voir arriver, et je suis plutôt satisfait que les Spurs l'aient pris, même si ça va être plus délicat pour lui, effectivement, cette année, sans un vrai meneur de jeu à côté de lui. On évoquait aussi sa personnalité dans le dernier Spurs Break, parce que c'est important chez les Spurs. Après la draft, il y a Brian Wright qui a dit « Il me fait penser à Boris Diaw par ses centres d'intérêt et la façon dont il pense le basket et sa vie en dehors. » Son coach à Baylor, Scott Drew, a dit « Coach Pop voudra aller dîner avec lui parce qu'on peut discuter. Il donne l'impression d'avoir 35 ans alors qu'il n'en a que 19. » Incroyable. Donc ça a dû peut-être jouer, ça a dû forcément jouer. Effectivement. Pour le pick en 9. Clairement, ça a joué un rôle. Puis c'est ça, il s'insère tellement bien dans un roster. Puis justement, il va avoir tellement de minutes cette année parce qu'il n'y aura pas vraiment personne pour le compétitionner à son poste. Je pense qu'on va arrêter finalement de jouer Keldon Johnson en poste 4. Là. Puis ça va. Moi, j'aime beaucoup le fit. Puis je crois que justement, il va être capable de contribuer vraiment très vite. T'sais, pour vous donner un exemple, c'est un peu une pépite dans le style à la Aaron Gordon. Là. Quand Aaron Gordon a été drafté, on a un peu le même profil de joueur qui est capable de défendre. Peut-être un peu moins athlétique, mais beaucoup avec un QI basket beaucoup plus haut, mais on est dans la même zone de profil. Il y avait un doute à l'époque pour Gordon, on savait pas où le faire jouer, en 3, en 4. J'ai entendu parler du fait de le faire jouer en 5 aussi. Est-ce que c'est une possibilité en backup de Paul Tull ? Ça, on verra plus tard l'effectif, hein, mais est-ce qu'il peut jouer 5 ? Je pense que oui. Dans des petits alignements, là, parce que je veux dire, il fait quoi ? Il fait 6-9, je crois.
Il fait 2,06, ouais, il fait 2,6 m. 2,06, ouais, 2,06, 104 kilos, fait qu'il est quand même assez gros, c'est quand même un gars capable de prendre le contact. Ben oui, moi je pense que si les Raptors ont joué un gars comme Scotty Barnes, qui a des mensurations à peu près similaires en poste 5 défensivement l'année dernière, je vois pas pourquoi Jeremy Sochan ne pourrait pas. C'est un athlète vraiment très sous-estimé, avec une puissance physique quand même assez sous-estimée aussi. Je crois que offensivement, c'est un poste 4. Son futur est au poste 4. Défensivement, je crois qu'il peut garder les 5 positions. C'est à ce point-là que je crois en ce jeune joueur. En tout cas, de sûr, on peut se dire qu'il va défendre au moins de 2 à 4 avec des petits 5 et des 1 pas très rapides, ça c'est sûr. Après, pour défendre des De'Aaron Fox, par exemple, ça risque d'être plus délicat en termes de vitesse, peut-être sur le déplacement. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça reste à mon avis, une valeur incroyable défensivement. Le fait qu'il puisse switcher déjà au moins 3 positions de sûr, c'est déjà énorme, je pense. Ouais, et offensivement, c'est toute une question de moduler vos attentes. C'est pas un joueur qui va créer pour lui-même, c'est pas un joueur qui va avoir une initiation offensive extraordinaire. Il n'a pas ce style de créativité-là avec le ballon, mais on va le mettre avec un créateur primaire quand les Spurs, un jour avant la fin du monde, se trouveront un créateur primaire. On a Blake Wesley. C'est intéressant, c'est une proposition intéressante, on en parlera plus tard, mais il sera pas primaire, je pense. J'ai très confiance aussi dans son potentiel pour se ranger comme de temps un 3&D élite. Oui, je pense que la question du tir de Sochan, elle va être réglée, puisque je rappelle qu'on a quand même un très bon coach pour ça, hein, côté Spurs. Dr. Chip? Ouais, Chip On a le GOAT. Qui est sûrement un des meilleurs coachs de tir de la ligue. Oui, clairement. Qui a quand même corrigé des mécaniques. Déjà, Dejounte Murray, il shootait pas comme ça, même si c'est pas énorme à 3 points et tout ça. Il shootait pas aussi bien à son arrivée en NBA. Kawhi, Tony Parker, c'est pareil. Enfin bref, on peut en citer plein. Absolument. Des joueurs qui sont passés dans sa salle d'entraînement et qui sont sortis avec un shoot au moins correct. Donc moi je suis pas inquiet sur son shoot. C'est pour ça que je pense aussi que ça va être un 3&D d'élite. Après, est-ce qu'il ira plus haut que ça? Je sais pas si on a envie de lui demander aussi, hein. Je pense que c'est bien qu'il reste sur ce profil 3&D, qu'il se concentre sur la progression de son tir et sur voilà, peut-être éventuellement prendre du muscle pour mieux défendre les gros postes 4-5. Et voilà, je pense que déjà, on aura un joueur, ce sera une réussite à la draft déjà à partir de là, hein. Il a pas l'air, mais il est déjà très musclé, hein. Il a pas le physique mésomorphe prototype en V, mais il est déjà très musclé. Il fait 104 kilos. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un gros bonhomme déjà. Donc moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Surtout jumelé avec sa vitesse, avec sa vitesse latérale, ça m'inquiète pas du tout de défendre les postes 5. Mais je pense, messieurs, que vous avez vos priorités aux bonnes places. Ne lui demandons pas de sauver la franchise, demandons-lui d'être lui-même et vous allez avoir un sapristi de bon joueur. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Je veux dire, si l'année prochaine, on le met en initiateur principal de l'équipe, je pense qu'on a tout perdu et ça sert à rien. Ouais. Je pense qu'on a d'autres gars qui peuvent potentiellement prendre ce rôle. Et peut-être qu'on en signera à la Free Agency, on en reparlera plus tard, mais il n'y a pas d'urgence sur la création dans cette équipe. Et du coup, laissons-lui le temps juste d'être qui il est et de montrer toutes ses qualités défensives déjà, dans un premier temps, et puis le shoot dans un second. Et je pense qu'on aura un très bon 3&D d'ici 2 ans. Je crois que vous allez avoir un très bon joueur tout de suite, un très bon 3&D d'ici 2 ans. Ouais, vous allez voir Vassell et Sochan qui défendent le pick and roll ensemble, ça va être dégueulasse, là. Vous allez voir Trae Young va saigner des yeux, je vous l'avais dit tout de suite. Shout out à Hawks Nation qui vont me détester, mais je vous aime Hawks Nation. Là. Vous avez fait un bon trade. Qu'en est-il de Malachi Branham, notre choix 20?
Il a 2 mètres, il est un peu plus petit que Jérémy Sochan. Il a une plus grande envergure que Sochan. Ça, c'est intéressant. Oui, il vient d'Ohio State. Que dire de lui? Malachi Branham, il était en considération pour les Knicks au poste à la position 11. Ils ont décidé de passer, ce que j'étais pas nécessairement en désaccord avec, mais c'est un beau pari pour les Spurs d'apprendre numéro 20. Vous m'aviez parlé pendant le podcast précédent du besoin de création chez les Spurs. Eh bien, Malachi Branham puis Blake Wesley, c'est 2 paris de création. C'est des long shots, comme qui dirait. C'est pas sûr à 100% que ça va fonctionner, mais c'est 2 beaux paris. Je crois que Popovich va laisser essayer les 2. Il va choisir le plus fort, il va se départir du plus faible. Ça se pourrait que je me trompe, mais c'est 2 profils relativement similaires. Et je crois qu'on essaye de trouver une pépite dans la gadoue ici. Là. Puis ça, les Spurs ont une historique quand même assez glorieuse de pouvoir faire ça. Malachi Branham, c'est un joueur c'est un poste 2, parfois utilisé poste 3, mais parfois utilisé poste 1, mais c'est majoritairement un poste 2. C'est un scoreur avec un bon œil pour le panier, c'est-à-dire c'est un bon finisseur. Il est fort physiquement. C'est une de ses grosses qualités. Il est très, très fort physiquement. Il est très long. Donc, il est capable de se créer de l'espace pour finir autour du panier de plusieurs façons possibles. C'est vraiment un très, très bon finisseur. Donc ça, pour un opérateur de pick and roll, c'est la base. C'est la base qu'on veut. On veut qu'un opérateur de pick and roll soit capable, dans le pire des scénarios, de finir au panier. Malachi Branham est capable de faire ça. C'est un bon shooter à mi-distance aussi. Ouais. Il a un peu cette manie à la John Wall de s'arrêter dans la raquette pour tirer à l'elbow. Et il est très bon à ça. Et un petit détail que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il prend peu de floaters. Je sais qu'il y a une tradition chez les Spurs de Tony Parker qui fait les plus beaux floaters au monde et qui ça rentre, mais chantant à Romain de envergure, lui et moi, on est d'accord sur le fait que c'est un tir de débile. C'est-à-dire que ça rentre, pour la plupart du temps, ça rentre à moins de 30%. Là. Romain appelait ça le mal du siècle. Puis, qui a été transmis à Dejounte d'ailleurs. Dejounte, oui, clairement. Clairement. Avec les Knicks, il y avait Kevin Knox qui faisait des floaters et ça rentrait, je crois, à 18% ou quelque chose du genre. Malachi Branham prend des tirs à mi-distance, mais il prend des vrais tirs. Et un détail très amusant avec lui, c'est qu'il s'arrête droit, il tire très très droit et très verticalement face au panier. Donc c'est des tirs très clean et ça rentre vraiment beaucoup, ça rentre vraiment. Et même si les tirs à mi-distance sont un peu les mal aimés de l'époque en NBA, c'est toujours important d'avoir un joueur qui est capable de les rentrer. Parce que c'est des tirs qui sont exactement. Nous, mais un peu partout. un peu partout. Regarde à Boston, Jason Tatum, c'est un expert à rentrer des tirs à mi-distance difficiles. Donc, on a ça un peu chez Malachi Branham aussi. C'est pas un grand tireur à 3 points. Il y a des bons taux, il y a des bons. Il y a 41%, mais il n'y a pas beaucoup de bons pourcentages, mais je pense qu'il fait juste 2,8 essais par match, quelque chose du style. C'est pile poil ça, ouais. Tout porte à croire que ça va se transférer en un tir à 3 points en NBA si on l'encourage à le tirer, parce que sa mécanique est correcte, est un peu lente, est un peu lourde sa mécanique, mais elle est correcte, elle fonctionne. Et son tir des lancers francs est à 83,3%. Donc ça va, il n'y a pas de bobo. Il a la puissance nécessaire pour tirer à 3 points. Donc là, je sais que je parle de lui, puis il a l'air d'une proposition idéale. Vous vous dites probablement, oh mon Dieu, c'est le prochain initiateur pour les 10 prochaines années. On attend un peu. Défensivement parlant, c'est un peu compliqué des fois. C'est pas le joueur le plus rapide. Malachi Branham, il y a un problème d'explosivité un peu. C'est pas un joueur qui est, dans le langage du métier, on appelle ça un quick twitch muscle, c'est-à-dire qui est capable d'exploser sur place. C'est un joueur qui est quand même relativement lent, qui a de la difficulté à créer s'il ne crée pas en pick and roll. Et ça se transmet aussi souvent
par un manque de latéralité défensive. Okay. On l'a vu souvent à Ohio State être découragé aussi défensivement, abandonné en plein milieu d'une possession. Donc ça, il va falloir qu'il trouve un remède parce qu'il va il va se faire bouffer par les médias, qu'il soit à San Antonio ou à New York. Et il va se faire engueuler par Coach Pop. Ah oui, il va finir sur le banc très vite, je pense. Il va y avoir des jolies soufflantes. On peut parler des deux en même temps. On peut parler des deux en même temps si vous voulez. Jules, tu penses quoi de ces deux nouveaux amis? Branham et Wesley, du coup? Oui, Branham est le cousin de Ron. Ouais, Blake Wesley, moi j'adore sur le potentiel. En fait, il me donne une impression de déjounter à la fac un peu. Je sais pas, il y a un truc avec peut-être plus de shoot déjà, mais et moins de handle, peut-être. Mais je sais pas, il y a un truc, on a l'impression que c'est la suite de Dejounte Murray qui a été drafté. Je sais pas, et quand tu le regardes jouer, il y a un certain style aussi qui ressort. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ce sera peut-être pas le style du siècle. Il fera peut-être pas aussi bien que Dejounte Murray, mais j'aime bien. Est-ce qu'il défend aussi bien? Est-ce qu'il sait défendre? Il a l'air de savoir défendre. De ce que j'ai vu, j'ai pas vu beaucoup de Blake Wesley. Je peux pas m'avancer. Il a vraiment les qualités physiques pour défendre. Il est incroyablement long. Il a un bon instinct aussi. C'est ça, il a des grandes jambes et des grands bras, le Blake. Oui. Il a des bons instincts aussi. Il gamble souvent en défense, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de risques. Mais on parle d'un gars qui a un certain flair, là, qui est capable de lire le jeu. Moi, c'est un joueur que j'aime un tantinet moins que Malachi Branham. Ça, c'est un peu un défaut de fabrication chez moi. J'aime un peu moins les joueurs qui me donnent pas une raison solide de les drafter. Je crois qu'en 25, c'est une proposition totalement acceptable de prendre Blake Wesley, surtout s'il avait pris Malachi Branham en 20. Mais c'est ça, c'est un gars qui a une mécanique de tir correcte, mais que le tir ne rentrait pas souvent. C'est un finisseur vraiment très mauvais pour le niveau collégial. Il finissait vraiment pas bien parce qu'il manque de force physiquement. Il explose au contact. Il va s'éloigner aussi naturellement de l'anneau lorsqu'il va y avoir la possibilité d'un contact. Donc ça va être des problèmes à régler beaucoup. Pour Blake Wesley, il va falloir qu'il fasse de la salle, mais c'est un bon scoreur, c'est un correct initiateur. Il va falloir qu'il fasse un tout cohérent avec ces qualités-là avant que je trouve que ce soit un bon joueur. Mais j'avais les mêmes réserves envers Dejounte Murray. Hein. Oui. Moi, je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts qu'avait Dejounte à sa draft, en fait. Il est un produit plus fini que Dejounte était. Il était plus propre. Mais je pense que s'il était resté une autre année à la fac, il serait sorti top 10 l'année prochaine ou top 15. Alors moi, il y a le pourcentage au lancer franc est un peu inquiétant parce qu'il a 65. Mais je vois qu'il prend par exemple 5-3 points par match. Ce qui est, puis il les rend pas super bien non plus. Il est à 30%, mais en tout cas, il y a une certaine confiance dans son shoot. Enfin, je veux dire, ça a l'air assez important quand même. Être à 30% et en prendre 5 par match, c'est quand même de la confiance. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, je me dis, s'il a confiance en lui et qu'il est bosseur, je sais pas s'il est très travailleur, mais en tout cas, je me dis avec son physique et sa confiance et tout ça, s'il travaille, je pense que c'est des choses qui se règlent, notamment le lancer franc. Après, c'est sûr qu'effectivement, s'il explose au contact et tout, ça va devenir un peu délicat au niveau du dessus, quoi. C'est mon gros problème avec lui, c'est mon gros stop gap. C'est la crainte. Blake Wesley. Dejounte Murray avait la qualité qu'il pouvait sauter par-dessus absolument n'importe qui. Au panier, Blake Wesley n'est pas capable de faire ça. Ça aide généralement. Moi, je pense que Wesley, s'il y en a bien un des trois qui fera de la G-League, c'est lui. Même si on joue rien, c'est peut-être mieux aussi pour lui d'ailleurs. Le temps de s'adapter au physique NBA, de corriger son tir et de prendre du muscle. Puis quand on voit Keldon, ce qu'il a pris comme muscle depuis qu'il est arrivé aux Spurs, je me dis, bon, il y a deux, trois produits qui vont l'aider à prendre, je pense. Mais
Mais en vrai, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression qui est liée à ses qualités athlétiques, enfin à son profil athlétique et à sa vitesse, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel que Branham. Peut-être je me Oui, trompe, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne visuellement sur des flashs où on se dit, ah quand même, il y a quelque chose, quoi. absolument. Moi, je suis un gars de nature très conservateur sur les flashs. Hmm. C'est-à-dire que je suis très Saint-Thomas, là, je le croirai quand je le verrai. Oui, Mais, oui, oui, le potentiel est plus haut. Le plafond est plus haut que celui de Branham. Mais Branham a plus de chances de devenir un initiateur, du moins secondaire à NBA. ouais. Ouais, Blake Wesley, c'est un peu un plus gros risque, mais bon, en 25, Ça valait 100% la peine d'essayer. c'est ça. Par exemple, Gino Billy nous demande sur Twitter on critique souvent les récentes drafts des Spurs, mais qui auriez-vous pris à la place de nos rookies? Bon, moi, j'ai trouvé la draft très bonne. Ouais, cette année, ouais. Moi, j'aimais beaucoup AJ Liddell Hmm. de Ohio State aussi, en plus, après qu'ils aient pris Malachi Branham. Ouais. Mais je crois qu'il a été drafté très tard, en fait, au deuxième tour. Il y a peut-être un problème physique quelconque qu'il avait, qui a fait en sorte, avec son médical, que toutes les équipes ont passé leur tour. Mais sinon, dans les picks, parce que honnêtement, Sochan et Branham, c'est inattaquable, à mon avis. C'est Mhm. les deux picks qu'il fallait faire. Mais sinon, dans les picks après, tu vois, il y a Wendell Moore. J'aime beaucoup Wendell Moore, qui Ouais. s'est ramassé à Minnesota. je Ouais. crois. C'est un joueur qui se fonde dans n'importe quel effectif, qui défend sur plusieurs positions et qui shoot déjà très bien à 3 points. Et Ouais. sinon, Tai non, il y a Washington, moi j'aimais bien. Je pensais qu'il allait être pris plus haut. Tai. Kennedy Chandler, mais Kennedy Chandler était drafté à Memphis. Ah non, c'est pas les Spurs, mais il était changé à C'est Memphis. ça. On aurait pu le garder finalement, hein. Oui, moi je l'aurais gardé, Moi ça aurait aussi, été cool, mais j'aimais bien l'idée. Quand j'ai vu qu'on l'avait trade, j'ai pas trop compris. Peut-être qu'il voulait pas avoir 4 rookies. Mais c'est un peu dommage parce que bah déjà maintenant on n'a plus de meneur, donc ça aurait pu être intéressant. Mais Ryan Rollins de Toledo aurait hmm, été un bon pari aussi si on n'avait pas opté pour Blake Wesley. Mais Ryan Rollins, ce qu'on a su dernièrement, c'est qu'à la draft, il avait un pied cassé. ah oui effectivement. Donc c'est pour ça probablement qu'il est tombé très tard au deuxième tour. Ça marche moins bien, un joueur de basket avec le pied cassé. Exactement. Mhm. Donc ces 3 rookies seront peut-être le futur des Spurs, va savoir. Mais Mhm. en attendant, le futur des Spurs ne sera plus avec Dejounte Murray. Il a été en effet tradé. À noter aussi qu'on enregistre le 30 juin, quelques heures avant le début de la free agency, donc peut-être qu'il y a eu d'autres mouvements, d'autres choses qui sont arrivées, d'autres joueurs qui ont quitté l'effectif. Mais voilà, la précision était importante. Est-ce que, Jules, tu peux nous parler un peu de ce trade? Alors oui parce que bon j'ai tout vu sur Twitter entre hier soir et ce matin. Là Oui, t'as bien c'est bossé, t'as fait le SAV du truc. oh là là ça a été oui mais qu'est-ce Déjà, qui quel est-il ce trade? Qu'est-ce alors qu'on on a récupère échangé On a jeté seulement Dejounte Dejounte contre... contre Danilo Gallinari qui sera cut ou trade mais sûrement cut. Le pick 2023 de Charlotte qui est protégé 1,16. Les pics 2025 et 2027 des Hawks non protégés. Et un swap pick avec les Hawks, donc on prendra le meilleur des deux, entre le nôtre et le leur. Donc ce trade, on va faire une petite rétrospective de pourquoi il a lieu, parce que Brian Wright, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qu'il a pris les Spurs en 2019. C'était un an après le trade de Kawhi. Donc il a repris en cours une équipe qui avait comme franchise player avec des gros guillemets DeMar DeRozan et Lamarcus Aldridge. Et il avait pour mission donc, a priori, de rendre cette équipe compétitive. Donc il a essayé de construire autour de DeRozan et Aldridge cette équipe compétitive. Ça n'a pas fonctionné, hein, on peut le dire. Aldridge, en un an, c'était plus du tout le même joueur. Physiquement, il avait beaucoup de mal. Et DeRozan n'arrivait pas à porter l'équipe tout seul. Et autour de lui, avec soit que des jeunes, Dejounte Murray, Derrick White, ou que des vieux, hein,
d'ailleurs. Et donc, du coup, ça n'a pas marché. Et l'année dernière, il trade DeRozan, signe un trade contre Thaddeus Young, le pick 2025 des Bulls et un autre joueur, j'ai oublié le nom. Al-Farouq Aminu. Al-Farouq Aminu, ouais, exactement. Et donc, en fait, ça, c'était... C'est bon, Al-Farouq. Ouais. Ça, c'était la première étape de cette reconstruction. Donc là, l'étape, c'était, on reconstruit avec Dejounte Murray, qui était notre meilleur jeune à ce moment-là, qui l'était toujours cette année, hein. Et les autres, donc Vassell, Keldon, Derrick White qui était encore là, etc. En cours de saison, trade de Derrick White, très bon trade d'ailleurs, pour récupérer Josh Richardson, le pick 25 de cette année, et petit arrière. Romeo Langford. Romeo Langford. J'ai plus aucun nom, désolé. Et là, on se retrouve donc avec une saison où Dejounte Murray, il est payé 16 millions l'année prochaine, 17 millions l'année d'après. Il vient d'être All-Star. Il vient de sortir une saison. Statistiquement, c'est 20 points, 8 rebonds, 9 passes, 2 interceptions. Et là, actuellement, sa cote au sein de la ligue, elle est énorme. Elle a jamais été aussi bonne, cette cote, et elle ne sera jamais autant due à son contrat. Et donc, en fait... Et puis aussi parce qu'il n'aurait pas pu progresser beaucoup plus. Enfin, je pense pas qu'il aurait, tourné à 25, 12, 13. Il était un peu à son plafond. Et il le sera encore, peut-être, il le sera peut-être encore pendant quelques saisons. Peut-être qu'il atteindra les 10-11 passes D. Oui. Ou les 10 rebonds si on lui en laisse. Mais en tout cas, au scoring, je ne le vois pas progresser beaucoup plus. Ouais, voilà. Il a 25 ans. Il commence doucement à arriver dans son prime. Ça se voit que, clairement, cette année, il avait tous les ballons. Enfin, je veux dire, s'il a fait cette saison-là, statistiquement, c'est aussi pour ça. Brian Wright, il se retrouve là, il voit l'effectif qu'on a, où on vient de faire le play-in et se faire sortir salement par les Pelicans. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, soit tu gardes cet effectif, tu essayes de choper DeAndre Ayton, et en fait, tu fais que des premiers tours de playoff et tu te fais sortir parce que tu n'as aucun gars qui a vraiment ce potentiel-là d'être un franchise player, faut dire les termes. Soit tu appuies sur le bouton reset tant que Dejounte Murray a de la valeur. Parce que si, imaginons, il repart sur une année comme ça, puis ça marche pas, puis il se dit... Je vais appuyer sur le bouton reset, Dejounte Murray, il est dans sa dernière année de contrat, et du coup, c'est plus dur à trader, du coup, on gagne moins de choses, et du coup, on se retrouve perdant. Alors que là, effectivement, sportivement, le trade est catastrophique sportivement, mais c'est pas le but. Le but, c'est de dégager de la masse salariale, choper des pics, reconstruire autour d'un jeune qu'on n'a pas encore, puisqu'on ne peut pas se mentir, il n'y a personne qui a ce potentiel de reconstruire autour dans cette équipe. Mais on va tester des jeunes, on va voir qui marche pas, essayer de faire monter leur valeur pour éventuellement rechoper d'autres contrats, d'autres trucs. Et le but principal, si je peux me permettre, c'est d'augmenter la prochaine draft 2023, d'augmenter la hauteur de notre pick à nous, parce qu'on a notre pick en 2023, et en étant nul, en se séparant de Dejounte en récupérant absolument personne, on va monter de 10-12 places à la draft, quoi. Là, c'est-à-dire que l'année prochaine, imaginons hypothétiquement, on avait gardé Dejounte, on avait réussi à avoir DeAndre Ayton. Déjà, pour avoir DeAndre Ayton, il aurait fallu faire un sign and trade avec les Suns et donc lâcher au moins Paul Tull, éventuellement Keldon ou quoi. Donc déjà, tu y perds aussi sur ta profondeur d'effectif. Je sais pas si tu fais une plus grande saison avec un duo DeAndre Ayton, Dejounte Murray que celle qu'on vient de faire. En tout cas, pas beaucoup plus haute, je pense. À moins que Ayton progresse énormément, mais j'ai pas tellement confiance en cette idée. Donc en fait, tu chopes un pick 14 à la draft pendant 58, quoi. Après, c'est ça le constat, quoi. Ben, est-ce que tu aurais préféré qu'on essaye de récupérer Ayton, qu'on garde Dejounte ? Après, peut-être que ça a été fait et que ça a été refusé par Ayton. Tu vois, peut-être qu'il y a eu des discussions. On n'est pas non plus dans les bureaux. Mais est-ce que tu aurais préféré... Il y a pas eu de discussion parce qu'il n'y a pas de tampering en NBA, d'accord ? Personne ne se parle absolument. Avant ce soir minuit 1, d'accord ? Il y a du tampering, Jules. Ben, est-ce que tu aurais préféré ça ou est-ce que tu es content de ce trade, toi ?
Écoutez, c'est une question difficile à répondre. Moi, je pense qu'il y a très peu d'amour pour DeAndre Ayton dans ce podcast. Mon Dieu, je pense que j'ai jamais vu un endroit où il y avait autant peu d'amour pour lui. À mon avis, c'est Moi, un j'ai des rien dit, meilleurs. hein. Moi, j'ai rien dit. C'est Jules qui l'aime pas. À mon avis, c'est un des meilleurs pivots de la ligue. C'est à Phoenix, c'est un endroit un peu bizarre pour lui parce qu'il y a vraiment une instabilité par rapport à quand il va avoir ses touches. Et je crois aussi qu'il y a un problème de positionnement. Je crois qu'il aimerait mieux jouer en poste 4 et non en poste 5, qu'il aimerait jouer un peu plus loin du panier. Il trouve ça dur physiquement. Et encore une fois, on en parle souvent des cas de ses pieds. C'est pas la même chose physiquement quand on mesure 7 pieds que quand on mesure 6 pieds 5. Shaq et Kobe en ont parlé dans la fin de la vie de Kobe. Les blessures, physiquement, c'est beaucoup plus difficile de se remettre de match après match quand on est un grand et gros comme ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de... Je crois que même si dans un contexte positif à Phoenix, je crois qu'il y a beaucoup d'adversité dans le parcours de DeAndre Ayton présentement et que une éventualité où il aurait pu jouer avec DeJounte Murray à San Antonio, ça aurait pu lui donner, je pense, un peu plus de... ça aurait pu donner un peu plus de structure à son évolution, disons. Il aurait été une option plus claire sous le panier. Et moi, personnellement, il me fait penser beaucoup à David Robinson dans la manière dont il joue. Donc, il ressemble physiquement à David Robinson et je trouve aussi dans la manière dont il joue. Donc, oui, ça aurait été, je crois que moi, j'aurais été 100% pour cette option-là. Maintenant, la trade de DeJounte Murray, c'est un peu bizarre. Selon les signes avant-coureurs que j'ai eu en ligne, parce qu'il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs, je sais pas si vous avez rappelé le pivot de Atlanta, son nom m'échappe. Onyeka Okongwu. Okongwu Ouais. avait bavassé à quelqu'un en message privé que DeJounte allait venir jouer à Atlanta la semaine dernière avant la draft. Oui, j'ai vu. Et si je lis bien entre les lignes, ça m'a l'air d'une demande qui a été honorée. Je crois que DeJounte est allé dans le bureau de Brian Wright et lui a dit « Hey, j'aimerais ça jouer pour un titre. Je pense qu'on jouera pas pour un titre avant que j'aie 30 ans. J'ai 25 ans, je suis dans mon pic. Tradez-moi quelque part où j'ai besoin, où je peux jouer pour un titre immédiatement. » Et à Atlanta, même si Atlanta ne vient pas en haute tête présentement pour une équipe qui joue directement le titre, avec DeJounte Murray aux côtés de Trae Young, ça les rend automatiquement contenders. Ça vient régler le plus gros problème qu'ils avaient au périmètre. DeJounte Murray va défendre le point d'attaque au périmètre et l'équipe va être beaucoup plus féroce l'année prochaine. Donc, mais quand un joueur fait ça, il tank sa valeur auprès des autres équipes. Si ça s'ébruite, et ça s'est visiblement ébruité dans ce cas-là, sa valeur n'est plus la même auprès des autres équipes. Je pense que c'est pour ça que les Spurs l'ont laissé partir. Je crois qu'ils voulaient pas s'encombrer avec aucun des joueurs dont Atlanta voulait se départir. Moi, je pense qu'ils ont peut-être essayé de leur donner Jalen Johnson. Les Spurs ont dit non. On veut des pics. Parce qu'ils assument le tank maintenant. C'est décevant comme trade. Moi, j'aurais cru que DeJounte Murray allait servir pour aller chercher un plus gros joueur. Et c'est pas ce qui s'est produit. Mais écoutez, c'est fait maintenant. Et c'est juste que je sais pas du tout qui va jouer à la main l'année prochaine. Là. Je pense pas que Joshua Primo soit prêt à jouer à la main à San Antonio. On aura Trey Jones pour l'instant. Ouais, Trey Jones, on s'entend que c'est pas... c'est pas un starter en NBA, ça c'est sûr. C'est pas un starter en NBA, mais c'est quelqu'un qui fait un boulot louable. Là. Oui, on aime bien. C'est un Derek Fisher des pauvres. Pour les infos que j'ai eues par rapport au trade, déjà, apparemment, DeJounte Murray et son camp, donc Rich Paul, son agent, aurait dit aux Spurs qu'il ne souhaitait pas re-signer à la fin de son contrat. Voilà. Et ensuite, les Hawks ont proposé Onyeka Okongwu à la place de Gallinari. Non, à la place d'un des deux pics 2025 ou 2027 non protégés. Mais les Spurs ont préféré prendre le pic plutôt qu'Okongwu, pensant sûrement que la valeur du pic non protégé était plus importante qu'Onyeka. Ce à quoi je suis pas forcément d'accord, mais ils se disent peut-être que si le projet Hawks marche pas,
en 2027 ou 2025, peut-être que tu as un énorme pic de draft et que du coup, ça vaut le coup. Personnellement, j'aime beaucoup Onyeka Okongwu, donc j'aurais pris plutôt ce parti-là, mais je fais confiance au front office. Maintenant, c'est clair que le tank est très très assumé là. Enfin, oui. Là, c'est apparemment Popovic a dit qu'il était ok pour jouer, pour coacher cette équipe de jeunes, qu'il avait donné son accord pour trade Dejounte Murray, etc. Qu'il avait validé ce trade, donc il sera sûrement sur le banc. De ce qui sort, il s'est annoncé comme excité comme les dernières saisons d'ailleurs de servir de formateur, quoi. De devenir formateur de jeunes. Va falloir qu'il dessine des systèmes très très solides, hein, parce que sans meneur de jeu. Non, il faut qu'on perde, Jules. Oui, mais bon, il faut quand même que notre attaque ressemble à quelque chose, hein, parce que sinon on va se faire chier pendant 82 matchs. Hein. Déjà que ça risque d'être le cas. C'est un peu le principe du temps, quoi. En tant que fan des Knicks, j'ai déjà été là. Les années David Fisdale, mais on n'avait pas quelqu'un d'aussi incroyable que Greg Popovich pour gérer l'équipe. Tant que ça fait du sens, tant que ça progresse dans la bonne direction, tant que l'équipe est compétitive et se donne, elle n'abandonne pas en plein milieu des matchs, c'est toujours positif. Oui, de toute façon, c'est ce que va faire Popovic. Il va, comme tu dis, Jules, dessiner de jolis systèmes. Il va tirer le meilleur de cet effectif qui sera très très limité. Il va insuffler une énergie. Et c'est par ça qu'on va faire passer notre formation, parce qu'il y a des équipes où les jeunes arrivent et ils progressent même pas parce qu'il n'y a pas de sens, quoi, à ce qu'ils font. Et là, Popovic, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'inculquer des vraies valeurs de jeu aux joueurs. Des valeurs défensives, des choses comme ça, et aussi comme tu dis Ben, de pas abdiquer au bout de 2 cartons, tu vois, 1 carton et demi. Et c'est par ça qu'on va essayer de faire progresser nos jeunes, quoi. Dans la vie, il y a 4 choses assurées: la mort, les taxes, que les Spurs vont défendre et passer le ballon. Donc, moi, je suis pas mal sûr que les Spurs vont défendre et passer le ballon quand même cette année. Advienne que pourra, mais c'est dans l'ADN de Greg Popovich, là. Je suis pas mal sûr qu'il défend, il passe le ballon dans son sommeil. C'est sûr. En plus, en vrai, vu les joueurs qu'on a dans l'effectif, les jeunes, déjà, la draft de Jérémy Sochan me fait me dire qu'il y a au moins un gars qui va défendre fort. On a Devin Vassell, on a Keldon qui se donne toujours à 2000%. On a quand même des Joshua Primo, qui sait défendre. Joshua qui sait défendre. Il va peut-être défendre le meilleur meneur, meilleur ball handler adverse. Faute de mieux, je pense. Ouais. Pas non plus. Voilà. Mais je sais que quand je vois l'effectif, que Greg Popovich est encore là et tout, je me dis, au moins cette équipe, elle va être fun à regarder parce qu'elle va se donner, elle va défendre, elle va passer, comme tu dis. Et en fait, oui, on va pas gagner beaucoup de matchs, mais c'est pas le but. Et en plus, honnêtement, ça va être aussi un test de voir quel jeune en fait va sortir du lot au final. Quel joueur va tirer son épingle du jeu? Est-ce que Devin Vassell va prendre 16 tirs par match et être en roue libre totale en attaque? Moi, je veux bien voir. Hein. Est-ce que mais gardez un œil sur lui. Hein. Moi, c'est mon choix pour le joueur qui va break out cette année. Là. Moi aussi. Moi, j'y crois beaucoup à Devin Vassell. Je crois plus qu'à Keldon Johnson, par exemple. Genre, vous mouillez, vous dites que c'est le MIP de la saison prochaine. MIP, au sein des Spurs, chez les Spurs. Oui. Au sein des Spurs, oui. MIP, va falloir qu'il progresse beaucoup. Mais pourquoi pas, hein, s'il a tous les tickets shoot et qu'il passe à 20 points par match, effectivement, il aura une pièce pour le MIP. Maintenant, je pense pas qu'il mette 20 poins par match la saison prochaine. Mais je pense qu'il va beaucoup progresser. Ouais, l'effectif n'est pas totalement complété puisqu'on a encore plein d'argent à donner. Oh là là, c'est du miel. Donc parlons un peu de free agency. On va aller vite là-dessus parce que forcément, ça ne sera pas le sujet principal, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette free agency qui arrive? Vous voulez Evan Fournier pour un premier choix? On vous donne un pick de premier tour avec Evan Fournier. Avec vous donnez un pick plus Evan Fournier? Ouais, on vous donne un pick pour que vous preniez Evan Fournier. Mais ça, par exemple, je pense que c'est le genre de truc qui serait pas trop bête. Vous prenez qui en échange, du coup? On vous donne... Attends un peu, j'ai la liste ici, là. Je vais prendre... Est-ce qu'on serait pas en train de négocier, les gars, là? Georgios Printzis, qui a été drafté en 2007 et qui a appartenu
qui a appartenu aux Hawks, à Toronto, Dallas, New York, Portland et Oklahoma City, qui n'a jamais joué dans la NBA. Je vois, tu veux un draft right. Ouais, clairement. Je veux juste ce gars-là en retour. Ok, bah let's go, moi je prends. Puis en plus, honnêtement, ce serait pas si con parce que Evan Fournier pour apprendre un peu aux jeunes sur la saison. Il a permis à Orlando d'avoir Paolo Banchero. Oui, non, bah... Ah oui. non, ils l'ont tradé avant, mais en vrai, moi, c'est le genre de choix que je prends. Hein. Je prends totalement. Déjà, ça nous ferait un mec qui peut un peu tenir la balle sur le terrain, donc déjà, pourquoi pas. Ouais, complètement. Ouais. Et jouer de la défense, ça va être très secondaire. Donc, il va jouer la meilleure défense possible, c'est tout ce qu'on va lui demander. Là. Ouais, non, mais moi, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire à la free agency. Qui serait intéressant hein, pour gagner des pics. Sinon, parmi les joueurs libres, on a Ricky Rubio à la main, Gary Harris, Patty Mills, un certain, le retour, Bryn Forbes, le retour du roi, Bruce Brown, Colin Sexton, à voir, DJ Augustine, Kyle Anderson. Kyle Anderson. Il y a aussi un petit Ryan Archidiacono. Ah oui. Qui était à Chicago récemment et qui a commencé chez nous. Je crois que c'est nous qui l'avons drafté d'ailleurs. Qui était à New York pour la fin de la saison. Ah, il a fini à New York. Donc voilà, parmi toutes ces petites idées pour compléter l'effectif, il y en a d'autres. Hein, mais... il nous faut un gars qui puisse tenir la balle. Hein. De toute façon, si on signe quelqu'un, alors. Ouais. À voir si effectivement le pari Colin Sexton, pourquoi pas, mais en même temps, j'ai l'impression que lui, il pourrait mieux se relancer ailleurs, concrètement, dans une équipe qui gagne un peu plus. Après, c'est clair que ça nous amènerait quelqu'un qui peut tenir la balle. Hein. Au moins, et scorer un petit peu, parce que ça va manquer du scoring. C'est drôle. Moi, je trouve pas ça con du tout, Colin Sexton. Tant qu'à lancer le sac à quelqu'un, lancer le sac à quelqu'un qui est capable de produire pour lui-même, qui est capable de créer de l'attaque là où il n'y en a pas. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. J'y avais pas pensé, mais pour les Spurs, là, il va être capable justement d'attirer les défenses adverses pour donner des bonnes situations de shoot à ses shooters autour de périmètre. Là. J'aime bien. Puis en plus, on peut voir si les Cavs ont besoin de joueurs, je sais pas, ils ont des besoins sur les ailes un peu peut-être. On peut aller les voir avec un sign and trade et récupérer pourquoi pas un pick. Et leur envoyer du McDermott ou du Richardson qui puisse amener de la valeur. Ouais, Josh Richardson, c'est là. Ça pourrait les aider. Et nous, sans parler d'un first round, mais 2 second round, par exemple, plus Colin Sexton, ça peut être négociable, je pense. Et puis, je pense que les Cavs, ce serait bénéfique pour eux parce qu'ils n'ont pas d'intérêt spécialement à re-signer Colin Sexton. Mais ils veulent pas trop le perdre contre rien, ils ont peur de le payer trop cher. Donc ça peut être une idée intéressante, hein, je pense. Moi, c'est le nom qui m'intéresse le plus sur cette free agency. Ouais, bah oui, carrément. Après, sinon, c'est des joueurs de complément, tout ça, tu vois, Patty Mills, des choses comme ça. Ouais, voilà. Après, effectivement, tu peux avoir... Bruce Brown, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu peux aller voir aussi pour DeAndre Ayton, toujours... Mais dans ce cas-là, tu fais de lui ton option numéro 1 en attaque et tu vois ce que ça donne. Mais DeAndre Ayton demandera plus d'argent que Colin Sexton, a priori. Ah bah, s'il te plaît, oui, quand même. Bah oui, du coup, ça reste à discuter parce que est-ce que tu as envie de payer 4 ans à 25 millions à DeAndre Ayton 25 ou plus d'ailleurs. En sachant que tu sais pas ce qui va se passer si t'es first pick l'année prochaine et que t'as Wembanyama, du coup tu réfléchis autrement à la situation. Enfin, je sais pas si Ayton, du coup, maintenant ça l'intéresserait de venir aux Spurs, ça aussi. Alors que Colin Sexton, il y a un côté il sort d'une blessure, peut-être que lui ça l'aiderait à se relancer. Ouais. Tu vois, alors que en soi, t'as raison sur ça, c'est un des seuls intérêts pour des joueurs à venir aux Spurs, là, c'est de se relancer, d'avoir des ballons. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas de gagner. Là, après, peut-être ça intéresse Ayton de prendre un contrat max et d'avoir tous les ballons pendant 4 ans, peut-être ça l'intéresse. Mais ouais, de faire sa place, de faire son héritage en NBA.
dans un endroit où ce qui serait la priorité. Moi, je pense pas que c'est totalement con, là. Ouais. En tout cas, c'est les deux noms qui sont les plus alléchants sur cette free agency, quoi. C'est pas DJ Augustine? Bah, j'aime bien ce bon vieux DJ, mais je pense pas qu'il fasse partie des plans de la franchise cette année. Il faut aussi qu'on se penche sur le cas Lonnie Walker. Oui, c'était une question qui nous a été posée par Marmon. Ouais, Quid de Lonnie? Est-ce qu'on le prolonge ou au revoir? Ce qui filtre, là, ce qui sort au revoir, de toutes les infos, c'est qu'il ne restera pas à San Antonio. Bah, déjà, on a drafté Branham Wesley, qui joue à peu près sur son poste. Il n'a pas montré de très grandes choses ces dernières saisons, sur ces 4 ans. Je crois pas non plus. Je croyais pas à Miami non plus. Lonnie Walker, c'est le cas typique d'un joueur qui me donne aucune raison de le mettre sur le terrain. C'est un profil physique incroyable, mais qu'est-ce qu'il fait de mieux que quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je pense que sa moyenne de tir est à 41% sur 4 ans, 34% sur 3 points. Ce qui est pas mauvais, mais ce qui est pas extraordinaire non plus. Ouais, non. Il y a eu des saisons intéressantes au tir. Il y a eu des matchs, en fait, où on l'a vu mettre 30 points. C'est pas vraiment un passeur non plus. Ouais, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il défend correctement, mais ça dépend des matchs. Donc, ouais, moi, je pense que l'expérience, on lance la serviette avec l'expérience Lonnie Walker, puis on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Je pense que on a tenté le coup en 18, c'était intéressant. Maintenant, il n'a pas fonctionné. Il faut le laisser partir, aider le banc d'une équipe qui joue quelque chose, peut-être, où il sera dans un rôle précis, où il pourrait se tailler un rôle de spécialiste s'il se met à prendre la défensive à 100% au sérieux. Je crois qu'il pourrait se tailler un rôle de stopper défensif, mais pour l'instant, moi, je suis le GM d'une équipe NBA qui est pas les Spurs, puis je sais pas, même pas pourquoi je prends le téléphone pour m'informer à propos de Lonnie Walker. Alors qu'on a une info en direct, les amis. Brett Brown rejoint le staff de Greg Popovich officiellement. C'est beau, ça. C'est magnifique, voilà. Ça. Donc, ça fait plaisir. Pour rappeler un peu l'histoire à ceux qui savent pas qui est Brett Brown, qu'est-ce qu'il a fait chez nous ou qu'est-ce qui se passe? Alors, Brett Brown, déjà, beaucoup le connaissent parce qu'il a coaché les Sixers pendant le process. Tout à fait, c'était le coach. Et il a été assistant de 2007 à 2013 de Greg Popovich. Donc voilà, ils sont restés très proches avec Pop. Et je pense que là, ça annonce peut-être la dernière de Pop où il dit... Il prend Brett Brown, peut-être s'il y a Duncan, il va venir revenir faire une année sur le banc et ça va être un peu, je dirais pas le jubilé de Pop parce qu'il va pas faire la tournée des salles à la Kobe, mais peut-être lui c'est son petit kiff, voilà son dernier kiff en NBA, il reprend ses potes et il va faire. Puis je crois qu'un détail très important, c'est que Brett Brown a l'expérience du rebuild le plus dégueulasse qui a été fait. Oui. Sur genre 7 ou 8 ans, parce que les Sixers ont eu des saisons de 10 victoires, 72 défaites et des trucs du genre, où Brett Brown a été obligé d'appeler les détenteurs de billets de saison pour les supplier de les garder. Et il a recoaché l'équipe jusqu'au succès, jusqu'aux playoffs, jusqu'à l'ère Ben Simmons, Joel Embiid. Donc, il a l'habitude de ce genre de tempête, et oui, ça ferait du sens qu'il soit le successeur de Greg Popovich. Ouais, moi je serais pas contre, je trouve qu'il a été injustement critiqué avec les Sixers quand ça avait pas marché en playoff, alors qu'il s'était pris un shoot absolument scandaleux de Kawhi Leonard en demi-finale de conf. Oui, je suis entièrement d'accord et on le voit avec les coachs que les Sixers ont eu depuis, ça ne fonctionne pas plus. Oui, voilà. Est-ce qu'il vient pour la formation des jeunes parce que c'est ce qu'il faisait Oui, clairement, là, il vient pour épauler Popovich dans sa probable dernière année. Et à voir, hein, ça fait 5 ans qu'on l'annonce. Oui, non, mais là, ça y ressemble quand même beaucoup plus. Ouais. C'est-à-dire que les années précédentes, on se disait oui, c'est possible qu'il prenne sa retraite, mais on n'en sait rien.
Là, ça ressemble à je vais faire ma dernière année à coacher cette équipe de jeunes et passer le relais à Brett Brown. Mon avis, c'est qu'il va rester autant qu'il peut. Il va rester encore quelques saisons. Non, je pense qu'il va rester dans l'organigramme, un peu à la RC Buford, mais il va pas continuer. Je pense pas. Je pense que le signe d'un coach de grande classe, c'est de se retirer quand c'est le temps de se retirer. Il faudrait pas qu'il reste jusqu'à temps qu'il devienne gâteux comme George Karl. Là. Ouais, faut pas faire la saison de trop. George Karl qui était qui pouvait plus coacher. Qui était presque sénile sur le banc sa dernière saison. Je sais pas si vous avez lu son autobiographie, mais c'est une honte absolument internationale. Là. Il règle ses comptes avec tous ses anciens joueurs dedans. Je crois que Greg Popovich est un gars avec beaucoup plus de classe, puis beaucoup plus, on appelle ça en anglais, self-awareness, je sais pas comment on dit ça en français, mais qui sait quand c'est son heure. Quoi. Ouais, du recul sur lui-même. Je crois qu'il va savoir quand ça va être son heure. Il a 73 ans. Là. Oui, je pense. Il a 73 ans. Sa femme est morte en plein milieu d'une série de playoffs. Il doit être épuisé. Là. Il y a 3 ans, un truc comme ça. Oui. Et il peut rester président. Il est président de la franchise. Il peut rester président, s'occuper de ces fonctions-là jusqu'à ce qu'il meure. Mais je pense que les Spurs vont avoir éventuellement besoin d'un nouveau visage derrière le banc. Ça va être Brett Brown, je crois, ou c'est la seule place où ça fonctionnerait, je crois, dans les 10 prochaines années, Becky Hammon. Je crois que ça va être un ou l'autre. Bah, ça fait quelques saisons qu'on annonçait Becky, et là Becky elle est partie prendre son expérience en WNBA, chez Las Vegas Aces. Oui, d'ailleurs, elle est trop forte. Hein, elle est en train de tout gagner. Je crois qu'elle a un bilan de 15-2, un truc comme ça. C'est incroyable. Elle est incroyable. Ses jeux sont incroyables. Ouais. Je crois que ça fonctionnerait à San Antonio parce que les gars la connaissent, savent qu'est-ce qu'elle apporte, ils la respectent. Mais c'est ça. Le monde est pas prêt à ça encore, mais je crois que San Antonio serait un bon endroit pour avoir cette percée-là sociale. Bien sûr. Ouais. Bah moi j'y croyais beaucoup. Alors c'est vrai que là, le fait qu'elle soit partie coacher les Las Vegas Aces, ça ralentit un peu l'idée. Mais je pense que si les Spurs lui proposent un poste, peut-être qu'elle quittera la WNBA pour revenir. J'y crois. Hein. Ça aurait pu être Ime Udoka, mais il est parti au Celtics. Ça aurait pu être Will Hardy, mais il vient d'avoir un poste de head coach aussi. Quel coach, ce Ime Udoka, hein? Quel boulot il a fait avec les Celtics. Là. C'est à s'en gratter la tête de savoir pourquoi ça a pris aussi de temps avant qu'il obtienne un poste. Là. Ouais. Il est peut-être bon parce qu'il il a fait sa formation longtemps comme un joueur qui reste 4 ans à la fac, tu vois. Peut-être. Non, mais c'est une question qui revient souvent pour les Spurs. Pourquoi ne pas avoir tanké avant ? Oh, putain. Oui. Alors, déjà, comme je l'ai expliqué... Je ne t'énerve pas. Non, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il aurait fallu que ce choix soit pris au moment où Kawhi demande son trade. Par RC Buford. Sauf que, à ce moment-là, c'était RC Buford. Les Spurs sortaient de combien de saisons en playoff de suite à l'époque, 19 ou 19 ou 20. J'allais dire 17, mais ouais, 19, ça... depuis 18. Depuis 98. Donc, c'était en 2018. Donc, ça faisait 20 ans. Ok, Kawhi voulait se barrer, mais c'est assez délicat, surtout quand tu as des joueurs comme LaMarcus Aldridge, Tony Parker, Manu Ginobili, Danny Green, Patty Mills. Enfin, c'est des gars, tu vas leur dire bon, les gars, maintenant, on va tanker, on va vous virer de l'équipe, merci pour les travaux, on va vous virer de l'équipe pour choper des pics et des contrats de mecs qui jouent rien et qui viennent apprendre la vie à nos jeunes. Et Greg Popovich, tu vas tanker pendant 4 ans. Je pense que c'était délicat à annoncer. Hein. Et l'année d'après, quand Brian Wright reprend le truc, ça aurait pu être là aussi. Mais du coup, est-ce que Brian Wright, il avait envie de, entre guillemets, foutre en l'air tout ce que RC Buford avait fait avant et ne pas se battre jusqu'au bout avec l'effectif qu'il avait? Je pense pas. Donc, oui, sachant qu'RC Buford est toujours un peu décisionnaire. Il est il est au côté de PDG, Brian Wright, il est juste PDG des San Antonio Spurs, l'ami. Il a toujours l'œil sur ce que fait Brian Wright. Hein. Ça, vous inquiétez pas. Les Spurs, c'est une grande famille, tout le monde est toujours là. Hein. Et du coup, non, mais moi je pense que
en théorie, il aurait fallu le faire avant, peut-être. Mais en pratique, c'était très, très délicat à faire. Et puis quand on voit la réaction aujourd'hui des fans des Spurs qui se plaignent qu'on fasse ça alors qu'on a eu 25 ans où ça se passait très bien depuis un draft de Tim Duncan. Enfin, très bien, plus ou moins ces dernières années, mais où on se battait quand même et on avait quand même un effectif qui se battait, etc. Quand on voit la réaction qu'ils ont eue sur le fait qu'on allait tanker et que ça a plu à personne, imaginez cette réaction-là quand on a encore Aldridge dans l'équipe et Kawhi du coup, et Tony et tout ça. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Les fans auraient pété un plomb. Je suis désolé, moi je pense que la décision, elle vient au moment où ça vient au moment où ça pue, quoi. Tout simplement. Je pense que c'était pas possible avant. Hein. Même si, effectivement, ça aurait peut-être été mieux. Ben, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense aussi un autre détail là-dedans, c'est que le tanking, en général, c'est pas un sport de terrain, c'est un sport de bureau. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça se passe au 2e étage, c'est le GM, le président qui se charge de miner l'effectif, et les joueurs sur le terrain, ils essaient de gagner, eux. Mm-hmm. À chaque match, ils essaient de gagner, c'est juste que le but, c'est de mettre l'effectif le plus minable possible sur le terrain, soir après soir. Chose que OKC fait d'une manière très divertissante depuis plusieurs années. Ils mettent un effectif plein de bons jeunes joueurs qui a absolument aucune cohérence ensemble et qui jouent avec une vigueur qui est très belle à voir. Mais je pense juste que l'histoire, c'est que le gars qui est dans le bureau, c'était le même gars qui était sur le terrain et qui avait aucune envie de regarder ses joueurs dans les yeux et de leur dire « Hey, cette année, on perd parce qu'on a besoin de perdre pour avoir des bons pics. » Fait que je pense qu'il a juste décidé d'essayer de miser sur le flair que son équipe a, en général, que son effectif a pour le draft de la NBA, pour essayer de s'en sortir puis de trouver des pépites dans la gadoue. Mais il n'a pas réussi. Je crois qu'il n'y a pas de honte à avoir essayé. Ouais. Je crois que ça l'honore son dévouement envers la franchise. Puis là, on fait exploser le tout, puis on pèse sur le bouton, puis on commence. Ouais, et puis comme tu dis, Jules, il y avait Tony Parker, il y avait Manu Ginobili dans l'effectif, quoi. C'était pas aussi simple que ça, tu vois. T'as que des joueurs qui ont tout joué avec les Spurs, qui ont tout gagné, qui sont là. Des légendes, quoi. Les légendes de ton club, les maillots retirés, quoi. Tu peux pas, tu vois. On peut pas regarder ces gars-là dans les yeux puis leur dire ouais, là on chip à, je sais pas, Indiana parce qu'on veut perdre. Les gars vont avoir le cœur brisé là. C'est revenir sur les valeurs de ta franchise. Puis déjà, il y a aussi un truc avec après. Tony a été délicat. Complètement. Sur le fait que les Spurs lui ont dit bon, on te file le contrat, mais tu vas pas trop jouer. Alors que lui voulait jouer. Ça a créé une sorte, des différends avec Tony Parker. Ça a fait mal à tout le monde. Je pense que si ça avait été on trade pour gagner, pour perdre tous nos matchs, ça aurait été encore pire. Et puis quel message t'envoies aux jeunes que tu as, à qui tu veux insuffler cette culture, cette soi-disant culture Spurs. Enfin, tu peux pas, c'est trop compliqué. Alors oui, effectivement, sur le papier, si on avait tanké en 2018, on aurait eu Luka Doncic peut-être, effectivement. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, voilà, et puis aussi, on va te dire qu'on aurait pu tanker l'année précédente, l'année dernière ou l'année d'avant. Mais en fait, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il fallait donner de la valeur à Dejounte, qu'il fallait aussi essayer d'amener ces joueurs-là au plafond. Derrick White, on a obtenu des pics parce qu'on l'a formé jusqu'au bout. Dejounte parce qu'il a atteint son plafond, parce que voilà. C'est ça. Puis à un moment, je veux dire, je suis désolé, l'effectif de cette année. Il n'est pas incroyable, hein. Normalement, tu n'étais pas censé jouer grand-chose cette année. Le fait est que Dejounte Murray a explosé. Mais peut-être, si Dejounte Murray n'avait pas explosé cette année, on aurait peut-être eu Jaden Ivey. Qui sait? Mais à un moment, les faits sont là. Dejounte a été fort et du coup, il gagne de la valeur. Du coup, on le trade maintenant et du coup, on tank maintenant. Mais ça se trouve, Dejounte, s'il s'était blessé au début de saison, la saison... elle n'aurait pas été la même. Hein. Ben, où est-ce que tout ça va nous mener maintenant qu'on a appuyé sur le bouton reset? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine et les années qui suivent? Une saison de misère l'année prochaine, je vous avertis, mais comme je vous dis,
tant que l'équipe joue de manière compétitive et agréable, faut pas trop s'en faire. Faut même compter les défaites puis espérer avoir un très haut draft pick. Mais sinon, il faut s'entendre sur une vision de l'avenir. Il faut s'entendre sur une vision du club, sur quel genre de joueur on veut parier, quel type de profil on veut avoir. Pour moi, à mon avis, les Celtics sont vraiment le blueprint de l'avenir avec les deux créateurs dominants à l'aile, la grosse rotation défensive. Pour moi, ça, c'est le style de basket qui me fait absolument flipper. J'adore ça. Donc, est-ce qu'on veut se tourner vers un profil comme ça? Est-ce qu'on veut se tourner vers un jeune meneur dominant comme Scoot Anderson en G-League présentement, qui est un profil très très fort, qui a été numéro 1 l'année prochaine si ça n'avait pas été de Victor Wembanyama. Il faut prendre ces décisions-là. C'est l'ancien coach de Manchester United, Ralph Rangnick. Ça fait 2 fois en 2 podcasts que je le cite. Mais il dit, qu'est-ce qu'il disait là? Il dit le plus important pour un club, c'est d'avoir une bonne vision de comment on joue. Puis ça, maintenant, il y a absolument aucune vision présentement chez les Spurs. On recommence à zéro. Il faut savoir à qui on veut donner le ballon, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut gagner, comment on veut jouer. Et c'est à partir de là qu'on va être capable d'aller chercher de la valeur. Ouais. Moi, je pense que bon, là, on va voir comment se passe la saison. Effectivement, ça risque d'être assez minable dans les résultats, du moins. Mais ça va dépendre effectivement du pic sur lequel tu tombes l'année prochaine. On sait que la draft a l'air assez énorme. Pour l'instant, en tout cas, avant que les saisons universitaires commencent, etc., on voit tous ces jeunes potentiels, on commence à flipper un peu. On voit surtout, évidemment, Victor Wembanyama, qui serait le Graal de beaucoup de franchises, toutes en fait, mais c'est un peu l'idéal que tous les fans des Spurs veulent, parce qu'ils se disent seule année où tu tankes depuis Tim Duncan, tu récupères un autre intérieur dominant, etc. On verra, mais le projet, effectivement, c'est de perdre des matchs cette année, de développer des jeunes. Et voilà, ça fait chier de le dire, de le dire très clairement, que les Spurs veulent perdre des matchs, alors que ça fait 25 ans que tu étais l'image de l'équipe gagnante. Mais cette image-là est arrivée aussi en perdant des matchs. C'est comme ça qu'on a obtenu le pick 1 et qu'on a obtenu Tim Duncan. C'est ça, donc en fait, il faut juste accepter que le sport, c'est des cycles, et que les Spurs arrivent à la fin d'un cycle, et que pour en redémarrer un, il faut que ça passe par là. Alors, c'est dur à accepter pour beaucoup. Hier, ont été très tristes de la nouvelle du trade de Dejounte Murray, parce qu'effectivement, il représentait la nouvelle image de la franchise. C'était lui le leader. On a tous été archi tristes. Moi, j'étais triste aussi, mais bien sûr. D'un côté, c'était inévitable. Et en plus, c'est peut-être une bonne chose. Enfin, je veux dire, il faut accepter. Voilà, il faut se dire que voilà, le cycle est terminé. On repart sur autre chose et on verra quel joueur ça va nous amener et qui va représenter ce nouveau visage des Spurs pour les années futures. Ce sera peut-être Wembanyama, ce sera peut-être Brownie Junior de l'année prochaine. Après Wembanyama, tu nous disais avant l'épisode hors antenne qu'il n'était pas si fou que ça et que... Non, mon Dieu, non. Non, écoutez-le pas à la maison, là. Wembanyama, pour moi, j'ai jamais vu un prospect avec des dimensions, un talent et un QI aussi haut comme ça. Depuis que je fais du scouting de draft, je fais du scouting depuis presque 20 ans maintenant. Moi, je parle de lui en utilisant un mot qui finit par Harim Abdul-Jabbar. Et ça commence par un K. Voilà. Exactement, mais laissez-vous avoir de la peine, les gars. Ma psy me dit ça tout le temps. Laisse-toi avoir de la peine, exprime des émotions, parce que c'était une trade très démoralisante. Dejounte Murray, c'est vraiment très dur à accepter de pas avoir de contrepartie tangible pour ton meilleur joueur comme ça, et de prendre un pari qui va se délaisser dans le futur. C'est correct d'avoir de la peine cette année, mais il faut l'exprimer. Puis exprimez-vous, les fans des Spurs, sur les réseaux sociaux, parce que c'est un deuil qui va permettre de commencer une nouvelle vie.
Chez Spurs Break, on l'a tous exprimé sur Twitter. Là, on l'a tous dit. Moi, j'ai parlé de ma. D'ailleurs, c'est encore ma PP, je l'ai pas encore changé. Ma bannière, je l'ai pas encore changé, mais c'est Ginobili qui met la main derrière la tête de Dejounte pour lui dire vas-y mon petit, quoi. C'est ça ma bannière. Donc forcément, on est tous tristes de ça, de voir partir Dejounte. Bah oui. Parce que l'histoire est trop belle pour Dejounte, comment il est arrivé chez nous. Son parcours que ce soit un pick 29, qu'il était censé être la suite de Tony Parker, sa progression, tout, voilà. Mais si je peux me permettre de rajouter, c'est bien de... Enfin, exprimez-vous sur ça. C'est très bien, mais n'insultez pas les gens. Parce que j'ai vu beaucoup de gens insulter Brian Wright pour ses choix. Ouais. Pour l'instant, peut-être ça vous paraît fou qu'il ait fait ça, et peut-être ça vous rend triste et plein de choses. Mais son choix est respectable dans la NBA d'aujourd'hui et dans la façon de reconstruire un effectif. Et puis, on sait qu'on est les San Antonio Spurs et que ça passera pas par la free agency, cette reconstruction. Donc, de toute façon, il fallait bien passer par là un jour. Ça fait des années que tout le monde dit qu'on le repousse, etc. Il a fait ce choix cette année. Acceptons-le, même si on est triste. Continuons de les supporter, parce que c'est pas parce qu'on va être nul qu'il faut se barrer, hein, si on reste fan. Et ensuite, acceptons les décisions du front office. Et si dans 10 ans, on est toujours au bas-fond de la ligue, là, on pourra peut-être dire quelque chose. Mais d'ici là, il y a quand même... il faut prendre un peu du recul aussi sur la situation et comprendre aussi que la position de Brian Wright, elle est très délicate. Enfin, c'est une décision qui est très dure à prendre, ça. Je veux dire, il y a combien de gars qui... Je pense aux Magic ou aux Hornets de ces dernières années où ça voulait toujours se battre pour la 8e place de playoff et au final ne rien faire et tenter d'entourer des gars qui ne sont pas des franchise players et tenter de faire quelque chose avec ces gars. C'est tout à l'honneur de Brian Wright de ne pas s'être enfoncé là-dedans, je trouve. Ouais. Et puis attention aussi à Twitter, parce que tu sais, c'est les plus mécontents qu'on entend le plus. Et pendant toutes ces années où on n'a pas tanké, c'était ceux qui disaient on tanque pas, tu vois, on se bat pour rien, c'est sûr. et qui insultaient tout le monde. Et aujourd'hui, ils insultent quand forcément on fait ce qu'il faut et on tanque. Mais de toute façon, c'est ceux qui insultent qu'on entend. Donc de manière générale, n'insultez personne pour quoi qu'il arrive. Exactement. Tout simplement. Soyez polis. Soyez polis. Dites bonjour à la dame et voilà, tout ira bien. Est-ce que cette année on est triste? Mais dans 3 ans, vous avez le droit d'être fâché. Voilà, c'est ça. On verra ça. On fera le bilan un peu plus tard. C'est exactement ça. Pour l'instant, soyons juste tristes. Je tiens à dire que on n'en a pas parlé dans nos rookies d'ailleurs, mais on a Dominique Barlow en two-way que j'aime beaucoup. Voilà, je le dis. Oui, mon Dieu. Un intérieur à potentiel, je prends. Il fera sûrement de la G-League, sauf si on n'a aucun intérieur à mettre sur le terrain cette année. Mais moi, j'aime bien. Il y a un profil physique qui est intéressant, je trouve. Absolument. Un beau tir aussi. Si vous regardez un peu du footage de Dominique Barlow, sa base de tir est très solide. Il commence avec les pieds très larges, puis il finit avec les pieds très droits face au panier. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément de travail à faire pour corriger un peu la mécanique, la trajectoire. Son tir est un peu arc-en-ciel présentement, mais je crois qu'il est dans la bonne équipe pour réaliser son potentiel. C'est un bon joueur de pick and roll aussi. C'est un peu difficile d'évaluer les joueurs dans la Overtime Elite parce que c'est difficile de savoir le niveau. Pour ça, je crois qu'il n'a pas été drafté. Mais Dominique Barlow était... tous les scouts parlaient de Dominique Barlow avant le draft comme un joueur potentiel, un steal potentiel. Je crois que les Spurs se sont tirés avec un très bon joueur. Ouais. Moi, j'aime bien le profil, en tout cas. Et puisqu'on parle de l'Overtime Elite, vous pourrez la suivre l'année prochaine, puisqu'il y aura peut-être un de nos joueurs, du coup, qui joue là-bas, puisque Ozar et Amen Thompson sont en Overtime Elite et sont projetés très haut. Et sont des athlètes absolument fous sur le poste 2. Donc je le dis pour ceux qui nous écoutent, peut-être surveiller dans ce coin-là, ça peut arriver aux Spurs. Ah oui, l'année prochaine, peu importe quel rang on tombe dans le top 5, on gagne la draft. C'est l'impression que ça donne en tout cas, ouais. Est-ce que, s'il vous plaît, poliment, ça vous dit de jouer avec nous, faire un petit quiz? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. J'adore. Oui. S'il te plaît, le quiz. C'est parti, game time. Let's go.
Jeremy Sochan portera le numéro 10 comme 20 joueurs avant lui aux Spurs. J'aimerais que vous trouviez qui étaient ces joueurs-là. Alors voilà comment ça va se passer le jeu. Ça sera 1 point pour tous les joueurs que vous pouvez me citer. Et ça sera 3 points pour le joueur mystère, celui que je veux que vous deviniez par-dessus tout. Ah bah moi j'en ai je fais les comptes, vous en faites pas. J'ai failli en parler tout à l'heure. Alors c'est parti. Ouais voilà, c'est ça. Alors c'est parti. Qui a porté le numéro 10 avant Jeremy Sochan chez les Spurs? Dennis Rodman. DeMar DeRozan. C'est 1 point pour vous deux. Moi, je voulais parler du fait, pour anecdote, que effectivement, Sochan, on sait qu'il se teint beaucoup les cheveux comme Dennis Rodman. Il a choisi le même il en a parlé d'ailleurs. Je trouve que c'est un bel hommage. Moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Donc, un partout, DeRozan et Rodman. Qui a eu avec le numéro 10? Putain, il doit y avoir des... David Lee, ça se peut-tu? Et ben voilà, 3 points. Ah, oui, bien joué. David Lee, absolument, c'était lui que je voulais que vous trouviez. Numéro 10. Non. Wow, c'est dur. Il y en a encore 7 là? Franchement, là, c'est un peu compliqué. Ah, on a dit les 3 plus simples. Ouais. J'ai dans la tête Keith Bogans, parce que me semble que Keith Bogans a joué avec les Spurs puis il a toujours eu le numéro 10. Est-ce que ça se peut? C'est magnifique. En 2010, il était alors là, celle-là, elle est belle. Hein. Elle est très belle, ouais. Voilà. Je me rappelle de Keith Bogans avec le numéro 10. Je sais qu'il a joué avec les Spurs, mais je savais pas s'il avait le même numéro. Ouais. C'est pas mal, on peut passer à la suite. Il y avait aussi Maurice Cheeks, il y avait aussi Michael Anderson, Dave Greenwood, Mike Dunleavy en 83. Mike Dunleavy, oui, c'est Mike vrai. Dunleavy, ça aurait pu. Ouais, Mo Cheeks, ouais. Et Louis Dampierre en 77 ou 79. Plus délicat. Malachi Branham porte le 22. Il portera le 22 chez nous comme 12 anciens Spurs. 12 Qui? Absolument, ils ont été 12 à avoir porté le 22. Jules, il y a 5-1 contre toi, il va falloir que tu sois bon. Oui, bah écoute, ça va. Je fais ce que je peux. Numéro 22. J'en ai un facile, là. Rudy Gay avait le 22, non? C'est un point pour Ben. Exact. Je suis trop nul sur les numéros, je suis désolé. Thiago Splitter. Alors là, il y en a un, je pense que vous aurez du mal à trouver d'autres mecs. Il y en a un, celui qui vaut 3 points, je veux bien vous aider. C'était dans les années 70. Et on en a parlé pendant ce podcast. Oh, j'en ai un, je pense. Austin Crochet a toujours eu le numéro 22, non? C'est incroyable. Il a joué avec les Spurs. Il a joué dans les années. Non, il a joué avec les Spurs, 2010 avec le numéro 22 en fin des années 2010. C'est magnifique. C'est incroyable parce que pour sortir ce gars, c'est quelque chose. J'ai même pas lu. J'ai même pas mis lui à 3 points. J'ai une mémoire pour les trucs inutiles, les gars, là. Mais là, tu vas me défoncer parce que moi, j'ai trop du mal avec les chiffres. En tout cas, avec les numéros de joueurs. C'était un joueur dans les années 70 dont on a parlé pendant ce podcast. Dont on a parlé pendant ce podcast. On en a parlé. De qui on a parlé? On a parlé d'anciens. Parce qu'il est devenu entraîneur. George Karl. Et ouais, 3 points. Ah, ouais. Il a joué avec les Spurs, George Karl, je savais même pas. Il a joué chez les Spurs de 74 à 78. Incroyable. Ah, je savais pas. C'est fou, ça. Bah, tu vois, même moi, je savais pas. Incroyable. Blake Weasley. Numéro 14. Numéro 14 comme 9 anciens Spurs. 14. Je crois qu'il y en a eu un récemment, non? Ah bah oui. Jusqu'en 2022. Danny Green, c'est bon. Danny Green. Gary Neal avait numéro 14, non? C'est bon. Jules, l'année dernière, un pivot. Drew Eubanks. Oui, un point pour Jules. Bien sûr. Mon ami Drew. J'adore Drew Eubanks. Il y avait un gars entre 2005 et 2007. Un autre en 2004 aussi. Attends. J'arrive pas à me rappeler les numéros là, j'avoue. Déjà me rappeler les putain, non, je sais c'est qui, j'ai pas son nom, c'est un meneur européen, là. Il a joué pour les Knicks, ce gars-là, là. Putain, je me rappelle pas son nom, je sais exactement c'est qui, là. Je le vois avec son numéro 14, là. J'ai pas le nom, je me souviens plus du nom, j'ai un blanc. Beno Udrih? Oui. Absolument. Il y a un Turc aussi en 2004 qui a joué chez nous. Un Turc Ah ouais.
Moi, tu me dis turc, je donne ma langue au chat. Turkoglu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense à Turkoglu, mais je me souvenais plus qu'il avait joué aux Spurs. Et le joueur qui vaut 3 points. Bah ouais, apparemment. Je m'en souvenais plus. Énorme. Messieurs, dames, un joueur qui vaut 3 points à l'époque, qui a été coéquipier de George Karl à San Antonio, figurez-vous. Numéro 14. Oh non, mais là. Waouh! Là, c'est trop. Là, c'est. Non, écoute, je suis. Ouais, non, là, c'est trop compliqué. Franchement, vous pouvez trouver, ça a beaucoup de liens avec George Karl. Ça a beaucoup de liens avec George Karl. Ouais, parce que lui aussi a eu un peu la même trajectoire. Il a été coach pas un aussi. joueur de fou, mais il a ensuite été entraîneur. Un coach. Larry Brown? Non. Il a été coach récemment, très récemment. Très récemment? Récemment, genre cette année, genre. Non, mais l'année d'avant peut-être ou celle encore d'avant. Il était coach en NBA, head coach. Jeff Zelick, le gars qui a coaché les Rockets. C'est non, mais il a aussi coaché les Rockets. Mike D'Antoni? Mike D'Antoni a joué une saison avec George Karl en 77 à San Antonio. Non, avec le numéro 14. L'anecdote est dingue, je savais même pas. Et ouais. Je savais même pas non plus. Va falloir que j'apprenne un peu l'histoire un peu plus ancienne de cette franchise. J'aimerais maintenant donner les scores de ce quiz. Oui, c'est pas la peine, j'ai perdu, ça tu peux le dire. En deuxième position. J'ai 2 points. En deuxième position, Jules avec 2 points. Et en première position, salaud, notre invité, l'éminent Ben, avec 16 points. Bravo Ben. Il est injouable, il est intestable. Il a sorti des noms, j'aurais pas pu les sortir. C'était incroyable. Je suis un salaud pour les trucs qui sont absolument inutiles. Non mais t'as bien raison. Écoute, moi j'avoue que j'ai du mal à me retenir les chiffres des joueurs, donc j'ai eu quelques noms, mais c'est vrai que. Demande-moi c'est quoi la route pour me rendre chez moi, puis je le sais pas, mais demande-moi le numéro de tel joueur en telle année, je vais être capable de te le dire. Le numéro de Jeff Lebo en 90. Ouf. Je vais tenter un truc. Hein. Bon, est-ce que c'est le 22 parce que tu Non, c'est le 12. Ah, je me suis dit peut-être c'est un de nos rookies. Bon, ce sera peut-être le Spurs Break le plus long de tous les épisodes qu'on ait fait. On s'est régalé. Mais il y avait plein de choses à dire. Ouais. Et quand on a Ben, on a envie de parler pendant 2 heures. Voilà, disons-le. Je suis très content d'avoir fait partie de l'équipe aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de Spurs Break. Salut! Au revoir!